Et à toutes. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous parlant peut-être un peu de d'où je parle et puis de quoi je vais vous parler dans les 15 minutes qui vont venir. Ça a été dit, moi je suis titulaire d'un doctorat en sociologie. J'ai travaillé centralement sur les questions de prévention du VIH chez les hommes gays. J'ai par la suite continué en postdoc en m'intéressant plus particulièrement à la question de la biomédicalisation de la prévention du VIH. Je vais en parler dans les minutes qui viennent, dans un contexte où on parle de plus en plus de traitement comme prévention et aussi, en particulier, de prophylaxie pré-exposition du VIH. Et moi, mon intérêt de recherche, il se situe à la frontière, ou en tout cas entre la France et le Québec. Peut-être pour vous expliquer de quoi je parle, de quoi je vais vous parler, la prophylaxie pré-exposition, en quelques mots, c'est le principe, c'est d'administrer du Truvada, qui est une combinaison antirétrovirale qui est utilisée déjà dans le traitement du VIH, et de l'administrer à des personnes qui sont séronégatives et qui sont exposées à des risques pour le VIH. L'idée, c'est de prendre ce traitement en pré-exposition, donc avant et après l'exposition au VIH. Il y a deux manières de le prendre. Il y a une prise quotidienne et une prise intermittente. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous préciser aussi que dans ma présentation, je vais parler d'utilisateurs plutôt que de patients. Ça, c'est une question qu'on peut discuter, mais en effet, il s'agit de personnes qui ne sont pas malades, mais qui prennent un traitement, qui vont voir un médecin, en effet. C'est des patients, mais c'est des personnes séronégatives pour le VIH. Donc ça soulève tout un tas de questions et d'enjeux à ce niveau-là. Avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, vous parler un petit peu de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, comme objet de recherche. On peut dire, quand on s'y intéresse, que ça part d'un principe qui est ancien, qui est déjà connu en médecine. C'est l'idée de traiter pour prévenir. J'ai pris là 3 exemples dans différents champs. C'est l'exemple de la contraception orale pour les femmes, l'exemple des médicaments antipaludéens, que vous connaissez aussi sans doute, et puis dans le champ du VIH, l'exemple de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, où le principe c'est que la mère séropositive qui prend un traitement antirétroviral, le fait de prendre ce traitement va prévenir le fait que l'enfant lui-même à naître soit infecté par le VIH. Donc le principe de traiter pour prévenir, il est connu, il existe déjà. Ce qui change peut-être autour de la PrEP pour le VIH, pour des populations très concernées par le risque, on va dire, c'est qu'on se situe dans un contexte épidémiologique relativement préoccupant. En particulier, moi, la population qui m'intéresse le plus, c'est les hommes gays et bisexuels, où on constate en fait une incidence et une prévalence du VIH, là, que ce soit en France ou au Québec, qui reste très élevée malgré des efforts de prévention, malgré presque 35 ans d'épidémie. On voit que l'épidémie, le nombre de nouvelles infections ne faiblit pas. On constate en parallèle, et c'est en fait lié, une augmentation des pratiques sexuelles sans préservatif depuis une quinzaine d'années, avec tout un tas de facteurs explicatifs, sur lesquels je ne reviens pas ici aujourd'hui. Et puis aussi en parallèle, et tout ça est assez lié aussi, une augmentation des autres ITSS que le VIH, en particulier la syphilis dans cette population des hommes gays et bisexuels. Tout ça pour poser un peu le contexte et les réflexions qui viennent autour de ça dans le milieu de la prévention du VIH-Sida ces dernières années, c'est l'idée qu'il faut développer de nouvelles réponses préventives. On a déjà le préservatif comme le condom comme outil de prévention assez central. Et on s'est rendu compte que cette approche-là avait peut-être des limites et qu'il fallait aller peut-être dans d'autres voies, notamment celle de la prophylaxie pré-exposition. Alors pour moi, en tant que sociologue, il y a évidemment autour de tout ça des enjeux sociologiques importants, forts. Une des premières questions et une des questions transversales à mon travail, c'est celle de la redéfinition finalement de la santé sexuelle autour de ces nouvelles approches de prévention, avec la tension puis l'opposition qui se construit parmi les acteurs que j'ai étudiés entre, on va dire, une approche plutôt comportementale qui serait d'essayer de faire changer les comportements à risque, versus des approches biomédicales qui sont plutôt à la mode en ce moment dans le champ du VIH-Sida, qui est de dire peut-être qu'on ne peut pas faire changer les pratiques, donc on va proposer des traitements qui permettront aux gens au moins de ne pas s'infecter. Donc c'est une tension que j'ai pu observer sur le terrain. Et puis l'autre tension forte qui s'exprime ces dernières années dans le champ de la prévention, et qui est peut-être généralisable aussi, c'est la tension entre une gestion individuelle et une gestion populationnelle de la prévention, parce que là on parle avec la PrEP d'approches de réduction du risque, donc des approches qui ne sont pas à 100% pour l'évitement du risque. Et en effet, c'est des approches qui ont été modélisées à l'échelle populationnelle. Ça pose aussi un certain nombre de questions quand on parle à l'échelle individuelle, où
où le risque peut encore être présent. Autre enjeu sociologique qui m'intéresse moi centralement autour de la PrEP, c'est la question de ce que j'ai appelé des nouvelles subjectivités du risque. J'y reviendrai, j'expliquerai un petit peu. Mais c'est l'idée qu'on voit émerger avec cette approche-là, l'idée d'un sujet, d'un individu réfléxif, voire hyper réflexif sur ses propres pratiques, la planification de la prise de risque pratiquement, et puis l'émergence d'un sujet responsable de sa propre santé, puisque c'est la personne qui choisit de prendre ou pas le traitement et avec toutes les recommandations qui vont autour. Dans ce cadre-là, moi j'essaye d'analyser la PrEP finalement comme une des facettes, parmi beaucoup d'autres, des reconfigurations qu'on observe actuellement dans les normes de santé dans les sociétés contemporaines. Donc c'est là que j'essaye de raccrocher un objet de recherche assez spécifique, cette question de PrEP, à des réflexions sociologiques et de santé publique plus générales. Alors, pour en venir maintenant aux objectifs et aux méthodes que j'ai mises en œuvre dans ce travail postdoctoral, mes objectifs, ils découlent un petit peu de ce que je viens de poser comme grand point. C'est l'idée d'analyser en fait les contextes sociaux et politiques du déploiement d'une nouvelle technologie de prévention, avec l'idée de contraster, c'est un terme que je trouve important, les données entre la France et le Québec. Je ne suis pas dans un travail purement comparatif. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment dans deux contextes tout ça se passe. Et puis, autre objectif de cette recherche, c'est d'essayer d'envisager ce que la PrEP change à la gestion, et gestion avec des guillemets, là je ne les ai pas mis mais je l'ai dit à l'oral, à la gestion quotidienne du risque, à la fois par les intervenants de prévention, les médecins, les infirmiers, mais aussi par les patients, les usagers, les utilisateurs de la PrEP. Au niveau méthodologique, je passe rapidement là-dessus. J'ai mis en œuvre tout un travail d'analyse des débats publics autour de la prophylaxie pré-exposition. C'est une approche qui fait controverse, donc j'en parlerai un petit peu. C'est intéressant de regarder ce qui se dit autour de ça, à travers la presse communautaire, la presse généraliste, mais aussi, et c'est un travail que j'ai mené ces derniers mois, essayer d'analyser aussi ce qui se raconte sur les forums d'utilisateurs de la PrEP, notamment sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui se sont beaucoup développées ces dernières années, des pages Facebook où les gens discutent de leur expérience avec cette approche de prévention. Et puis enfin, dernier volet de ce travail postdoctoral, c'est une étude exploratoire sur les usages de la PrEP. Ça, j'ai mené ça dans une clinique privée à Montréal, avec à partir de 20 entrevues auprès d'hommes gays et bisexuels qui sont utilisateurs de PrEP, et puis 10 entrevues avec des médecins et des infirmiers qui font le suivi finalement de ces personnes sous PrEP. L'idée, c'est d'avoir, je dirais, les deux bords de l'équation, les personnes suivies et puis les personnes qui les suivent. Autour de ce terrain de prophylaxie pré-exposition, je dirais que je l'ai appelé ça un terrain mouvant. Mouvant parce que depuis que je suis arrivé au Québec, il s'est passé beaucoup de choses dans le champ de la PrEP à l'échelle internationale. C'est une stratégie qui a été laissée, disons, entre 2007 et 2015 à travers des essais randomisés contre placebo. J'en cite les deux principales études en fait, auprès des gays. C'est l'étude HyPrex, une étude américaine, et l'étude HyperGay qui a été menée en France et au Québec. Donc c'est aussi, là on retrouve mes deux contextes. Et ces deux études ont finalement montré un très haut niveau d'efficacité de la PrEP en termes de réduction du risque. Donc voilà, ça c'est un premier élément de ce contexte qui bouge pendant que je fais la recherche. Ça c'est une petite campagne de promotion de l'étude HyperGay à Montréal en fait. L'étude a été menée ici aussi. Et qui montre un petit peu le type de message qui était adressé aux participants potentiels en fait. Ce qu'on peut dire aussi, parce que je pense que c'est important de le situer aussi dans un point de vue un peu quantitatif, c'est qu'il y a une montée en puissance progressive de la demande autour de cette nouvelle stratégie de prévention. Alors en France et au Québec, on n'a pas de données très précises encore, mais on estime que ça concerne quelques centaines de personnes, principalement des hommes gays, et pour beaucoup des gens qui avaient fait partie de l'étude HyperGay et qui sont maintenant passés, vu que l'étude a été concluante, ces personnes ont été passées dans une étude plus observationnelle où ils savent qu'il n'y a plus de bras placebo, il y a une prise de médicaments pour tout le monde. Et puis par contre aux États-Unis, j'en parlerai dans un instant, on sait qu'aujourd'hui il y a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs de cette stratégie-là, notamment parce que en fait, pour aboutir à ça, il fallait que le Truvada, ce médicament dont je parlais tout à l'heure,
soit homologué en prévention. Il l'était déjà pour le traitement du VIH pour des personnes séropositives. Il fallait que ça passe par les autorités de santé pour l'homologuer comme indication de prévention. Donc ça, c'est en 2012 aux États-Unis, en fin 2015 en France, il y a vraiment quelques mois. Et puis en 2016 au Canada, c'était il y a 15 jours en fait que Santé Canada a décidé d'homologuer cette approche de prévention. Je précise quand même, parce que je vais parler du contexte canadien, que le Truvada, il était possible de le prescrire ici au Canada, au Québec en particulier, hors indication, même avant l'homologation, et que par ailleurs, au Québec, il y a eu un avis intérimaire du ministère de la Santé et des Services sociaux en 2013 pour encadrer finalement ces prescriptions hors indication. Donc ça, c'est des éléments de contexte qui, pour le coup, diffèrent par rapport à la France où il y a vraiment eu un avant-après l'homologation du Truvada en prévention. Alors ça, c'était un exemple de ce terrain qui bouge. Ça, c'était un article, c'est de la une en fait, de la presse du 2 mai 2015. Quand on est sociologue, ça fait toujours bizarre quand on voit son terrain de recherche qui émerge dans les médias de manière aussi forte. Enfin, en tout cas, pour les questions du VIH, voilà, c'est la une de la presse. Et la question qui tue, c'est est-ce que c'est la pilule qui change tout ? Moi, j'ai rajouté un point d'interrogation parce que justement, je trouve que c'est une question qui se pose. La presse était plus affirmative là-dessus. Alors, pour revenir un petit peu à quelques données, c'est des données qui sont en cours d'analyse, donc ce sera aussi de manière un peu partielle, les premières analyses. Ce que la PrEP change, finalement, si on s'intéresse à ça, qu'est-ce que la PrEP change dans le rapport au risque chez les utilisateurs ? Ce que j'ai constaté en travaillant là-dessus, j'ai fait toute une revue de littérature que j'actualise régulièrement parce qu'il y a beaucoup de publications sur le sujet depuis quelques années, c'est que la littérature était quand même beaucoup polarisée par les essais biomédicaux dont j'ai parlé, avec les questions centrales étaient autour de l'observance de la PrEP et puis de l'évolution du rapport au risque que ça pouvait induire chez les participants des essais. Et moi, il me semble qu'on peut essayer d'amener à travers des recherches plus qualitatives aussi, des réflexions, des données sur les dimensions subjectives et politiques de la prophylaxie pré-exposition. Donc, je lise quelques-uns des points qui m'ont intéressé et qui ressortent des entretiens que j'ai pu mener. C'est premièrement la question de l'inscription de la PrEP dans les trajectoires individuelles. On sait que c'est une stratégie qui vise des personnes qui ne sont pas malades. Donc comment les gens gèrent ce rapport-là à la temporalité ? Est-ce qu'ils le prennent à une période de leur vie, puis ils l'arrêtent à un autre moment ? Ou est-ce que, là on parle de prise quotidienne versus prise intermittente, est-ce qu'ils le prennent chaque jour ou est-ce qu'ils le prennent simplement dans les périodes où ils estiment qu'ils vont prendre des risques ? Donc ce rapport à la temporalité, c'est quelque chose d'assez intéressant et important. Deuxième enjeu fort, c'est la question de la négociation de la prévention avec des partenaires. Qu'est-ce que la PrEP change dans ces rapports de négociation ? On pouvait dire qu'on négociait l'utilisation du préservatif. Est-ce que la PrEP change quelque chose dans le dialogue en fait, qu'il y a autour de la prise de risque éventuelle ? Troisième point qui me paraissait important et ce que j'ai pu observer dans l'analyse un petit peu plus pour le coup des forums de discussion, c'est que la PrEP a fait émerger des nouvelles formes de mobilisation autour de la prévention. C'est le fait que des usagers, des utilisateurs de PrEP se rassemblent sur des pages Facebook, partagent des expériences et parfois élaborent des revendications vis-à-vis des autorités de santé, a en fait renouvelé pas mal ce qui pouvait se faire jusqu'alors dans le domaine de la prévention du VIH. On s'est rapproché plus des formes de ce que vous connaissez sans doute, l'activisme thérapeutique, mais on parle là plutôt des années 90-2000. Là, on a une nouvelle forme de mobilisation autour de l'accès à un traitement, mais en l'occurrence un traitement préventif. Et puis, dernier point fort que je voulais noter ici, c'est la dimension des résistances à la médicalisation, des résistances aux essais biomédicaux. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu assez fort, notamment ici au Québec. Alors, je vous donne un petit exemple, c'est un peu petit, mais c'est qu'en fait, on a vu émerger des gens qui se sont opposés à l'essai Hypergay, par exemple, sur le principe qu'il y avait une partie placebo dans l'étude et que ces personnes, en tout cas une partie de ces personnes dans la communauté gay, considéraient que c'était inéthique et se sont opposés publiquement en fait, à cette approche en disant on n'a pas besoin de tester à nouveau, il y a déjà eu des données américaines qui montrent que c'est relativement efficace, on devrait pouvoir y aller sans un nouvel essai contre placebo. Donc on voit à travers ces formes de résistance en fait, à la médicalisation, on voit émerger
l'un de mes superviseurs appelle des citoyennetés thérapeutiques. Et je trouve que le terme était assez pertinent à utiliser ici. Comment les gens s'organisent, comment les gens se représentent comme acteurs de la vie citoyenne autour de la question des traitements. Et puis un renouvellement, il me semble, de l'expertise profane par rapport à ce qui avait pu se faire dans les décennies précédentes, au regard de la mobilisation pour les traitements pour le VIH. On en vient à ce que j'ai appelé les nouvelles subjectivités de la prévention. Il me semble qu'en effet, la PrEP transforme un certain nombre de choses dans le rapport de soi à soi, j'ai envie de dire. C'est la définition aussi de la subjectivité. C'est comment je définis mes propres pratiques à risque. Est-ce que je les planifie? Comment je les pense? Et est-ce que j'ai recours, par exemple, à la PrEP? Et puis, la PrEP transforme aussi des choses dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'intimité et à la confiance, parce qu'en effet, quand on prend un traitement pour prévenir le risque d'acquérir le VIH, entre guillemets, ça change pas mal la crainte qu'on peut avoir de devenir séropositif, et ça peut aussi créer des nouvelles formes de rapports d'intimité avec ses partenaires. Je vais continuer sur les enseignements un peu de ma recherche autour des enjeux de santé publique. Il me semble, et j'ai commencé à le voir émerger vraiment du terrain, que la PrEP va transformer en tout cas en profondeur les modes d'intervention en prévention du VIH. On va plus se rapprocher beaucoup plus d'une approche de réduction des méfaits qui n'est pas évidente pour tous les intervenants qui étaient habitués à la promotion du préservatif. Et d'un seul coup, on leur propose une approche presque alternative, avec tout un enjeu de spécialisation, j'ai même appelé hyperspécialisation, parce qu'évidemment, quand on se met à parler de PrEP, on parle de niveau de risque, on parle de schéma de prise, etc. Des choses qui, pour des intervenants de prévention, ne sont pas forcément évidents a priori. La PrEP contribue aussi à reconfigurer les réseaux d'acteurs autour de la prévention. J'en ai nommé quelques-unes de ces reconfigurations autour du développement de la recherche communautaire VIH en France et au Québec, qui a été une des conditions de possibilité pour un essai comme Hypergay, par exemple. Des nouvelles alliances qui se nouent entre le milieu communautaire, le milieu médical et le milieu de la recherche pour faire reconnaître cette approche de PrEP, par exemple. Et puis des résistances aussi, j'en parlais tout à l'heure, des résistances aussi qui s'expriment parmi les professionnels de santé qui ne sont pas tous très convaincus et pas tous très à l'aise avec cette nouvelle approche de prévention biomédicale. Et puis la PrEP soulève un certain nombre de débats éthiques et politiques. J'en ai listé j'ai donné trois grands points autour de ça. La question évidemment de la prise en charge du traitement, qui a été beaucoup débattue ces derniers mois, notamment avant l'homologation de la PrEP en France et au Canada, qui paye finalement. La question aussi qui est transversale à tous ces débats autour de la PrEP, c'est en quoi cette approche pourrait menacer l'utilisation du préservatif. Est-ce que ça ne va pas conduire les gens à abandonner complètement le préservatif? Et avec quelles conséquences en termes de santé? Parce qu'il n'y a pas que le VIH, il y a les autres ITSS. Et puis, quand on réfléchit à cette question de la gestion du risque, encore avec des guillemets, c'est tout un enjeu de l'ouverture d'un nouveau marché pour l'industrie pharmaceutique qui se pose. Et ça pose un certain nombre aussi de questions éthiques et politiques. J'ai une dernière diapo, je vais terminer rapidement là-dessus pour vous laisser la parole. Pour résumer un petit peu ce que la PrEP change finalement, ce que mes données de recherche essayent d'amener, c'est déjà c'est des données qui sont tournées vers l'action, en tout cas je l'espère, notamment parce qu'avec la PrEP, on peut dire que maintenant un rapport sexuel sans préservatif n'est pas nécessairement équivalent à un rapport à risque, et donc ça change pas mal de choses dans la manière de penser l'intervention. Donc l'idée avec ces données de recherche, c'est d'essayer dans la mesure du possible, outiller les intervenants de prévention, les professionnels de santé. J'essaye d'amener aussi, et puis j'en parlais tout à l'heure autour de l'idée de contraster, que la prévention du VIH, il faut la penser en contexte. Ce n'est pas simplement des avancées biomédicales, mais il y a des contextes sociaux, politiques, culturels, finalement, dans lesquels ces nouvelles approches se déploient. Et la France et le Québec me paraissent deux contextes intéressants à regarder en termes de système de santé, notamment. Et puis, cette question de gestion du risque, j'essaye aussi de la penser, puis d'ouvrir des pistes, de la réfléchir comme un enjeu global, à la fois dans la circulation nord-nord, on va dire, un essai biomédical qui a lieu en France et au Québec, quelles questions ça pose en termes de circulation technique et scientifique, mais aussi une question fondamentale, c'est la question de l'accès au traitement et des relations nord-sud. C'est vrai qu'ici, au nord, on donne
avec la PrEP, on donne des traitements antirétroviraux à des personnes séronégatives, alors qu'au Sud, on sait qu'il y a tout un tas de personnes séropositives qui n'ont pas accès au traitement. Ça pose aussi là, un certain nombre de questions et c'est intéressant d'y réfléchir. Et finalement, une des questions que je me pose, c'est comment la PrEP peut contribuer à cet objectif de la fin du sida, qui est l'objectif annoncé par les institutions internationales comme l'OMS et l'ONU-SIDA, qui parlent aujourd'hui d'un horizon possible de la fin de l'épidémie. Comment est-ce que la PrEP va y contribuer et comment? C'est toute une question, tout un défi pour les années à venir. Je vous remercie de votre attention. Je vous partage une affiche que j'ai trouvée amusante, américaine, sur la PrEP. Merci beaucoup.